Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo de résumé de la Transat Jacques Vabre. Donc on est au 10e jour de course. Ça fait 10 jours qu'ils sont partis. Donc il y a quelques news aujourd'hui. Donc on a par exemple une pénalité en IMOCA. Et sinon les grosses news c'est que les premiers bateaux sont sortis du poteau noir et ont même passé l'équateur. Pour le premier, donc Gilles Lamiré a passé l'équateur sur CGA. Non, c'est GCA à chaque fois je me trompe. Mais il y a un sourire, donc ils avancent à 20 nœuds depuis 5 minutes. On va regarder la VMG, mais elle doit être très bonne. 20 nœuds 7 sur 1 heure et 15 nœuds 8 sur 24 heures. La course ne semble plus pouvoir leur échapper. Attention quand même, il y a toujours un risque de casse, c'est des multicoques, il y a toujours un risque de chavirage. Donc on reste concentré jusqu'au bout, mais hors cas, hors problème technique, la course ne semble plus pouvoir leur échapper. Parce que du coup, le deuxième, solidaire en peloton, Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil, sont deuxième à 211 000,8. Donc 211 000, franchement maintenant c'est... Voilà, comme je vous dis, à part problème technique, c'est pas possible d'en revenir. Et comme on voit, 11 nœuds 7 et 10 nœuds 7 sur 24 heures, enfin voilà, ils sont beaucoup moins rapides, donc ils continuent à se faire distancer en plus. Donc c'est pas top. Et le troisième, Sébastien Rogue et Mathieu Souben. Bon, ils ont fait une escale, malheureusement pour eux. Primonial à 472 000,7. À 11 nœuds 8, encore dans le poteau noir. Devant le premier IMOCA. Donc on va aller voir maintenant les IMOCA, parce que du coup les 1050, alors on va juste vous donner l'estimation d'arrivée. Le TA à... Le TA au niveau de Salvador de Bahia, dans la baie de Tous les Saints. Donc Gilles Lamiré et Antoine Carpentier devraient arriver dans la nuit de jeudi à vendredi. Normalement. Mais plutôt début de nuit. Ensuite, Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutil, 7 heures après le premier, à peu près. Et après, on est au niveau des IMOCA. Les IMOCA. Et ouais, on voit un gros changement de... On voit un changement de leader et surtout un resserrement de la flotte qui est juste énorme. La bataille est relancée. La bataille est relancée. Là. Donc on a maintenant Charlie Dalin et Yann Eliès en tête. Sarah Pigia à 1260 000,4 de l'arrivée. Donc l'estimation d'arrivée pour eux c'est 24 heures après le premier multi 50 normalement. À peu près 24 heures. Ce sera sûrement peut-être un peu plus parce qu'ils ont l'air d'être assez ralentis dans le poteau nord. Enfin, à Pigia pas trop, mais Jérémy Bayou a été très ralenti. On va aller voir après un peu la trajectoire plus en détail. Donc voilà, Apivia en tête. On va regarder un peu sa vitesse actuelle. Enfin, ses vitesses. Donc 10 nœuds 4 sur 1 heure, 10 nœuds 9 sur 24 heures pour la VMG. Et Charal qui a été très très ralenti. Voilà, 4 nœuds 1 sur 24 heures, 12 nœuds 9 sur 1 heure. Donc il réaccélère. Il revoit un peu plus vite actuellement que Apivia. Mais ils ont été très 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 ralentis. On voit leur trajectoire là. Donc vraiment pas beaucoup d'air. À la vacation, ils disaient que ils avaient pris un grain le matin et après plus rien. Il n'y avait pas d'air. Alors que Apivia a toujours glissé quoi. Et donc quand vous glissez, enfin quand vous avez, même si vous avez même si vous n'avez pas beaucoup d'air, si vous en avez toujours, vous continuez à avancer. Alors que quand il n'y a plus rien, vous avancez pas quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Charlie et Yann ont eu de l'air, donc ils ont continué à avancer. Et Yann et Jamie Bayou et Christopher Pratt n'ont pas eu d'air et ils se sont arrêtés. Ils avançaient plus. À un moment, ils étaient à 2 nœuds. Enfin, très compliqué. Psychologiquement, ça doit juste être horrible de se faire
rattraper après avoir eu plus de 100 000 d'avance, après avoir plus de 100 000 d'avance, quand vous vous faites rattraper comme ça doit être juste tellement horrible. Je connais quelqu'un qui a vécu ça et c'est effroyable. C'est un moment très dur psychologiquement. Et par contre, pour Charlie et Yann, ça doit être un moment, comment dire, j'ai pas envie de dire jouissif, mais presque. C'est presque jouissif, je pense que ça galvanise pour la suite. Et derrière, bah, ça se resserre du coup, hein. Bon, on a du coup on a eu une pénalité de réaliser pour Pascal Bideguri et Charlie Enright. Donc, qui avaient cassé leur plomb la première nuit. Donc, ils ont fait une pénalité comme avait fait PRB d'une heure et demie, sauf qu'eux, ils l'ont fait à ce niveau-là. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. De la faire ici. Ils auraient pu la faire comme PRB l'a fait quand il y avait de l'air. Mais ça va voir. Enfin... Après, ils ont peur d'avoir perdu grand chose. Enfin, ils sont dans le paquet, quoi. Donc ça va, quoi. Donc là, l'objectif, c'est de sortir le plus vite possible du poteau noir. Donc on voit tout, bah, toujours des... Mais quelques surprises, quoi. Bah, Banque Populaire, Clarisse Kremer, Armel Lecléache. Toujours cinquième, une très belle course, hein. Plus de place, moins de place pour Groupe Apicil, mais qui fait quand même une magnifique course. Et là, tout ce groupe-là bah, rentre dans le poteau nord, quoi. Alors, Yann Eligas et Charlie sont déjà bien avancés dedans. On va redézoomer, mais ils sont bien avancés, quoi. La sortie est là, quoi. Là où est ce leader en peloton. Donc, faut encore qu'ils parcourent ça. Faut espérer pour eux qu'il n'y ait pas trop de zones sans vent. Alors que ici, ça a l'air de redémarrer petit à petit, mais il faut voir. Peut-être qu'au moment de l'enregistrement, ils étaient sous un grain. Et que, bah, après, ça va retomber dans la pétale. Et là, ce qui est horrible, alors ce qui était déjà horrible pour eux, c'est de se faire rattraper par le deuxième et de te faire dépasser, de te prendre maintenant 45,1 000 dans la face. Et en plus, ils se font encore rattraper par ceux de derrière. Vous regardez, bon, 14 nœuds 1 sur là, mais 11 nœuds 9 et 10 nœuds sur 24 heures. C'est-à-dire qu'ils se sont quand même bien fait rattraper. Ils sont pas encore dépassés, mais voilà, ils se font rattraper. Et là, psychologiquement, ça doit juste être un cauchemar. Donc on voit en fait que ça a l'air de passer plus à l'est. Alors peut-être que là, ils ont retouché une bonne zone. Et du coup, ça va, ils vont plus être arrêtés. Mais il faut voir ceux qui sont derrière, est-ce qu'ils vont avoir la même chose, quoi. Est-ce que vraiment l'ouest était pas bon? Ou est-ce qu'ils ont vraiment pas eu ils ont eu un coup de malchance de tomber vraiment sur un moment où c'était très dur, quoi. Ça, c'est la question des prochaines heures qu'on va pouvoir suivre. Voilà. Mais on voit les trajectoires un peu bizarres. Alors oui, non, là, c'est la trajectoire où il y a de la pénalité, mais les 1h30 à faire la pénalité. Mais on va commencer à voir des fois des trajectoires un peu bizarres où on voit, bah, comme là, hein. Donc, Jamie Bayou qui avait une trajectoire. Ça, c'était juste des trajectoires de mecs qui avaient pas d'air, quoi. Qui cherchaient, qui voyaient des risées à un côté, ils essayaient d'y aller, et puis finalement, ah, ça y est, ça repart un petit peu, et puis bah. Et avec des vents qui tournent aussi dans tous les sens, hein. Ce que je vous dis, le poteau noir, c'est des grains. Donc, des grains, des zones sans vent, des zones avec beaucoup de vent. Un vent qui peut faire des pirouettes de 90 degrés en quelques. Même 280. C'est-à-dire que vous pouvez être vent arrière et d'un coup vous retrouvez face au vent. En l'espace de quelques secondes. Enfin, c'est une zone très compliquée. Donc là, ça peut s'expliquer. Par exemple, ils étaient là. Boum, le vent s'est mis dans le nez. Ils ont été obligés de virer, par exemple. Enfin, je sais pas. Là, sur les fichiers, ça nous dit ça, mais ça peut, avec un nuage, ça peut très bien être complètement différent. Avec les nuages là, on peut pas les prédire ce qui va se passer sous un nuage. Prédire ce qui va se passer sous un nuage, c'est très compliqué, hein. Et du coup, voilà, bah, le groupe qui se resserre, du coup, hein, on voit 104 000, 109 000.
Donc un peu plus de 5000 à peu près de différence. 109,8. Voilà. Clarisse Kremer juste derrière Charlie Enright et Pascal Bidégory. Donc il y a même pas 1000 d'écart. 110,8. 117. Enfin là on a une lutte. On a une lutte un peu à distance parce que là on a par exemple on a Corum l'épargne qui est ici. Donc c'est pas une lutte vraiment proche, mais sur la route ils sont quelques milles derrière quoi. Ils sont 7000 derrière quoi. C'est pas énorme 7000. Il y a un poteau nord à traverser donc à 6 nœuds donc ils sont déjà bien ralentis aussi. 6 nœuds 1 donc là on a une bataille ici aussi. Donc à 133 000 donc il y a 10 000 entre les deux. Ensuite vous avez là ils sont ici donc c'est encore un peu décalé à 2000. Enfin non il y a 2000 entre ces deux là et là il y a 13 000. Bon, c'est un peu plus. Ah oui et c'est là qu'il y a alors Samantha Davis qui est ici 9ème et 138 000 donc ouais il y a 5000 aussi. Enfin voilà c'est serré là. Là c'est très 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 serré et derrière ça revient hein. C'est l'effet poteau noir, c'est que bah, la flotte va se resserrer et ça va créer un gros groupe là. Hein. Ça va être très intéressant. Du coup, tout le monde revient derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ça bloque par devant, ça revient par derrière et avec un peu de chance, ceux qui arrivent derrière, bah, ils vont arriver dans un moment où il va y avoir un peu d'air. Donc ça va se resserrer et là, ça va être une lutte jusqu'à l'arrivée. Parce qu'après l'arrivée, c'est une course de vitesse. Donc ceux qui auront les bateaux les plus rapides bah, vont aller devant. Mais va y avoir une lutte. Là, par exemple, il va y avoir une lutte entre Thomas Ruyant qui a un bateau neuf. Où est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont là Vincent Rioux et Nicolas. Et pas Nicolas Troussel, mais. Mince. Ils sont où? Donc il y a Thomas Ruyant. Ah, voilà, ils sont juste en dessous d'ailleurs. Voilà, Sébastien Simon et Nicolas Tourelle, voilà. Qui sont juste devant. Alors ça va être une lutte. S'ils arrivent à rester collés l'un à l'autre à la sortie du poteau noir, ça va être une belle lutte. Pour des places d'honneur, certes, mais une belle lutte quand même. Et places d'honneur, peut-être pas, hein, parce que techniquement, ils ont un bateau peut-être un peu plus rapide que par exemple PRB. Donc voilà, il va y avoir une belle lutte, je pense. Hein. Ça va être très intéressant à suivre. Et là, voilà, du coup, des Arnaud Boissière qui risque de revenir aussi. Hein. Arnaud Boissière, Alan Roura. J'ai oublié leur nom. Ah oui, c'est Water Family. Je suis bête. Donc là, Stéphane le dit raison sur Time for Ocean. Maxime Sorel. Sur VNB Mayenne. Manuel Cousin qui fait qui fait sa course. Hein. Bon, il a pas un bateau top, mais il fait sa course. Voilà, l'important c'est de finir pour ces gens-là. L'important c'est vraiment de finir pour pouvoir être qualifié au Vendée Globe. Bah, ils vont le faire. Hein. Ils vont le faire. Parce que lui, il a déjà une route du Rhum. Il a une Transat Jacques Vabre. Donc, bientôt une Transat Jacques Vabre. Donc, deux courses qui comptent pour la qualif Vendée Globe. C'est pas mal. Et puis là, on a Miranda Meron avec sa barrière. Et un Vermont sans Sida. Voilà, qui sont serrés aussi. Bon, qui reviendront pas sur les autres. Hein, ça, c'est sûr et certain. Ils sont vraiment beaucoup trop loin pour revenir. Mais on a une belle petite bataille. On va regarder d'ailleurs les écarts qu'ils ont entre eux. Donc, le 23e. Le 23e est à. Donc, c'est Miranda Meron et Alvar Mabir. Sur Campagne de France. Ils sont à 669,8 000. Ok. Alexa Barrière. 727,1 000. J'ai la flemme de faire le calcul, mais c'est pas énorme. Dans le poteau noir, ça peut se jouer. Et là, 735,7 000. C'est-à-dire que là, eux deux, là, très serré.
Là, faut pas qu'il y en ait un des deux qui tombe dans une molle parce qu'il va se faire distancer direct. Parce que, attention, comme je le répète depuis plusieurs jours, les îles Cap-Vert, c'est haut. Et du coup, le dernier IMOCA, encore en mer, parce qu'il y a toujours l'escale de MASCF qui est encore en Bretagne, du coup. Est-ce qu'ils vont vraiment repartir? Je sais pas, finalement. Donc, qui ont toujours leur problème de grand voile, hein. En 26e position. Donc, à 824 000. Donc, ouais, eux, ils sont quand même à 100 000 derrière For My Planet. Et à 80, ouais, on va dire 90 000 derrière Vers un monde sans sida. Donc, c'est quand même bien distancé. Ah non, j'avais oublié eux, d'ailleurs. Et eux, bah, à la 27e place, j'avais oublié Harry. Ah oui, donc non, ça, c'est pas ceux qui ont le problème de grand voile. Excusez-moi. Je confonds à chaque fois les deux. Donc, ça, c'est un autre bateau de 98. Pipa Ocean Racing. Donc, ils sont quand même 100 000 derrière, mais bon, qui n'ont pas, je pense, le potentiel pour remonter. Et Ariel 2 qui a toujours son problème de grand voile. C'est Ariel 2 qui a le problème de grand voile. À 902 000, donc ouais, pareil, eux, ça va, ils vont garder ces places-là jusqu'au bout, je pense. Donc, on va passer maintenant aux classes 40, parce que bah, du coup, les IMOCA, on a dit, un passage du poteau noir. Et après, pareil, ça fonce dans l'Alizé, dans l'Alizé du Sud. Ça sera une course de vitesse, comme je vous ai dit. Et donc, du coup, normalement, les premiers qui sortent du poteau noir, je pense, ont de grandes chances d'être les vainqueurs à Salvador de Bahia. Donc, on verra. On va passer du coup aux classes 40 pour finir cette vidéo. Donc, en premier, toujours Crédit Mutuel, avec... on remonte en haut du classement. Avec 82 000 d'avance sur le deuxième. Ils sont à 17,9. Ils ont pulvérisé le record des 24 heures en classe 40 avec 408 000. Je crois, ouais, c'est 406 ou 408 000. Donc, ils l'ont pulvérisé, hein. À la vitesse de 17 nœuds. Pour un classe 40, ça allume. C'est énorme. Et il disait, bah, ce matin, enfin c'était ce matin, je crois, à la vacation, où il disait que bah, tout allait bien, que le bateau, bah, il mouillait un petit peu, mais qu'ils n'avaient pas grand chose à faire sur le bateau parce que bah, le bateau il avançait tout seul. Vous voyez ce genre de truc où bah, quand ça arrive aux oreilles des autres, bah, ça peut faire mal, quoi. Psychologiquement, ça peut faire mal parce que les autres se rendent peut-être dans baver pour essayer de tenir le rythme. Par exemple, on voit hein, les autres qui étaient plafonnés à 15 nœuds 6, truc dans le genre hier. Bah, du coup, ils étaient là en mode ouais, bah, nous on est à 15 nœuds, on est à fond, et eux ils sont à 17 nœuds, ils bougent. On est à 15 nœuds, on manœuvre comme des fous, on pousse le bateau comme des fous pour essayer de tenir le rythme. Eux sont à 17 nœuds sans rien faire, quoi. Enfin, quasiment sans rien faire. Psychologiquement, ça peut faire très mal. Et comme je dis toujours, l'arme psychologique est une arme redoutable. Qui peut être très redoutable. Donc bah, ils se sont pas privés. Hein. Annie Pinsky, elle s'est pas privée pour mettre sa petite... mettre une petite phrase en mode... ouais, bah non, on n'a pas grand chose à faire. Le bateau, il avance tout seul. C'est cool. Donc voilà, bon bah... Et derrière, ça disait... bah nous, on est trempés et tout. Bah ouais. Bah ouais. Donc ce plan raison, donc Crédit Mutuel qui est un plan raison, est un très bon bateau dans le vent fort. Et il le prouve quoi. Donc bah, ils sont à 1805 000,3 de l'arrivée. Par contre la course n'est pas gagnée. On l'a vu clairement avec Charal qui avait plus de 100 000 d'avance et qui s'est fait rattraper. C'est pas perdu pour les autres. Attention, c'est pas perdu. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, la course n'est pas gagnée. Donc Layton à 82,1 000. Aina Enfance 91,2. Donc 9 000 d'écart entre les deux. La bataille est belle. Et Banque du Léman à 181 000. Donc ouais, il est un peu largué quand même. Mais le bateau est... Bah, le bateau en fait on pourrait s'attendre à ce qu'il soit quasiment aussi bon que Crédit Mutuel. Sauf que le bateau est encore plus récent. A encore moins de développement. A été encore moins fiabilisé. Donc peut-être qu'il y a de la casse à bord. On sait pas tout. Faut toujours se dire ça, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce qui se passe en mer.
Ils connaissent pas encore le bateau par cœur. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer que bah finalement non, ils sont 181 000 derrière un bateau sur lequel il devrait être quasiment identique quoi. Enfin, il devrait être quasiment bord à bord quoi. Mais le bateau est pas encore optimisé, donc ça se pardonne quoi. Donc bah là pour eux l'objectif hein, maintenant c'est le poteau noir, d'aller le plus vite possible dans le poteau noir et de traverser sans perdre de... Ah, pour les premiers de pas perdre de temps par rapport au deuxième, pas se faire rattraper ni se faire doubler. Et bah pour les autres essayer bah peut-être de trouver une autre porte et d'arriver justement à doubler le premier dans le poteau noir. Qui a l'air d'être en fait la seule option pour les doubler, hein, pour doubler actuellement. Du coup on va faire un petit tour de nos bateaux favoris dans les... Enfin des gens que je connais en classe 40. Donc, 6ème, George Wisher et Cédric Château à 290 000 du premier. Toujours une très belle course. Course assez propre. Donc, plutôt bien en 6ème avec un bateau à étrave pointue. Derrière des bateaux, peut-être celui de Louis Duc qui est un tout petit peu plus vieux. Mais sinon, des bateaux qui sont quasiment de la même génération. Donc, voilà quoi, c'est pas... Même eux deux, c'est à peu près la même génération, même si un petit peu différent. Mais c'est la génération 150 quoi, grosso modo. Par contre, talonné par Quito de Pavon, qui est un bateau plus ancien. Et qu'ils connaissent beaucoup moins bien. Mais du coup, une belle bataille aussi à 10 000 l'un de l'autre. Enfin, 11 000 l'un de l'autre, c'est plutôt cool. On aime bien avoir des batailles comme ça, c'est toujours cool. Du coup, c'est bien pour eux. Ensuite, nous allons passer à Pierre-Louis, donc qui depuis hier ont perdu une place du coup. Il me semble qu'hier c'était 8ème. Mais qui sont qui sont à 411 000. Belle 9ème place quand même, hein, sur 27 bateaux au départ. Encore combien de bateaux en mer? 22. Encore 22 bateaux en mer. Donc 9ème sur 22, c'est bien quoi. Il y a toujours l'air d'y avoir une bonne entente entre eux. Et il y a une belle bataille parce que bah, juste derrière, vous avez Bertrand de Broc à 425 000 du premier, donc qui est 15 000 derrière du coup. Si on zoome, on va remarquer que ouais, c'est quand même... il est 15 000 derrière, bon, qui a l'air d'aller plus vite sur 5 minutes. Voilà. On rezoome. Qui a l'air d'aller plus vite sur 5 minutes. Mais est-ce que sur 24 heures... Enfin, sur 1 heure, ça fait 13 nœuds 9. Et 12 nœuds 5 sur 24 heures. Et Pierre-Louis et Caliste. Ouais, ils vont un peu moins vite. Ils vont un peu moins vite, mais bon, ils se battent bien quand même. Ils se battent quand même vachement bien. Et là, en fait, je me demande, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème à bord? Parce que hier, ils se battaient avec le bateau de devant. Je crois. Donc, si je me rappelle bien, hier, ils se battaient avec Basile Bourgnon. Alors, je sais plus. À un moment, ils étaient 8ème, donc il semble que c'est ça. Ah, j'ai trop zoomé, désolé. Voilà. On redézoome. Donc, est-ce qu'ils auraient pas un petit problème? Parce que même, ils sont moins rapides que Bertrand de Broc et le bateau de derrière. Donc, Rennes Saint-Malo, 6 Farmel. Donc, Thibaut Hector et Clément Comagnac. Donc, ils sont derrière, ils sont un petit peu derrière, ils sont un peu devant, mais ils sont devant, mais ils sont un peu moins rapides, quoi. Donc, enfin, même un peu moins, beaucoup moins rapides. Donc, est-ce qu'ils auraient pas un petit problème c'est toute la question, et on ne le sait pas. Enfin, je le sais pas. Je lis pas tout non plus, hein, mais on peut supposer peut-être qu'il y a peut-être un petit problème à bord. Mais bon, ils vont le réparer. Et on va aller voir du coup derrière. Alors là, c'est pas des gens que je connais, mais voir. Comme j'ai dit, je parlerai toujours
quand même de ceux qui sont derrière. Donc bah, on va les voir. Donc il y a toujours en dernière position équipe Voile Parkinson. Et en avant-dernière position, Terre Exotique, le numéro 1. Donc il fait toujours une assez belle course, qui n'est pas autant larguée que j'aurais pensé. Mais je me répète à chaque fois, mais voilà. Et du coup, bah, pour eux, l'objectif maintenant, voilà, on voit. Hein. Ça joue aux empannages, ça empanne, ça se cale dans l'ouest. Leur objectif, c'est d'aller se positionner pour 2-1. Alors, ce que je dis pas souvent, c'est que normalement, plus on va vers l'ouest, plus l'Alizé s'oriente à l'est. Quand vous êtes proche de la côte, vous regardez là, quand vous êtes proche de la côte, l'Alizé, elle est, par exemple, là, elle est au 30, 25. Vous allez par là, l'Alizé est au 67. En fait, plus vous allez vers l'ouest, plus l'Alizé passe à l'est. Donc en fait, ces bateaux-là, c'est des... faut s'imaginer que c'est un bateau, l'allure plein vent arrière, mais ça je vous l'expliquerai de toute façon sur un tuto voile. Quand vous êtes plein vent arrière, c'est pas la meilleure, forcément la meilleure allure. C'est pas là où vous allez aller le plus vite. Là où vous allez aller le plus vite, c'est plutôt sur des allures de grand largue, voire même largue sur certains bateaux. Certains bateaux adorent le largue. Et du coup, bah, quand vous allez vers l'est, vers l'ouest plutôt, bah, vous prenez des allures plus favorables au bateau. Donc en fait, c'est l'objectif du coup d'aller dans l'ouest, c'est de 1 de se positionner par rapport au poteau noir, et de 2 de trouver des meilleures allures pour le bateau. Parce que vraiment le vent arrière est moins bon que les allures de largue ou de grand largue. Et je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo qui sortira un de ces quatre. Enfin, un dimanche, du coup, sur les vidéos des vidéos où je vous apprends des trucs. Voilà. Bah, du coup, c'est fini pour aujourd'hui, ce résumé. Je sais pas combien de temps il va durer encore, mais j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à la prochaine!